Après une attaque cérébrale, passé l'urgence de la première prise en charge, les patients doivent faire l'objet d'une surveillance attentive. Certaines fonctions de l'organisme ont été momentanément perdues ou amoindries et le patient est vulnérable. Les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux peuvent faire des troubles de la déglutition. C'est à peu près la moitié de ces patients qui vont avoir ce type de problème. Les troubles de la déglutition sont responsables de pneumopathie, donc infection respiratoire, et sont à la base d'une dénutrition qui peut être responsable d'une aggravation de l'état clinique du patient et une perte de la récupération secondaire. La déglutition, c'est d'abord avaler des aliments et s'hydrater. Action simple et automatique pour une personne en bonne santé, elle permet aussi d'avaler sa salive et d'éviter la stagnation d'éléments dans la cavité buccale. Lorsque l'on mange, les aliments sont mastiqués de façon à former une boule homogène et pâteuse, appelée le bol alimentaire. C'est le temps buccal. Puis la langue projette ce bol vers le fond de la gorge, c'est-à-dire vers le pharynx. C'est le temps pharyngé. À ce moment, le bol alimentaire va franchir un carrefour très dangereux, le carrefour aérodigestif. À cet endroit, le pharynx se divise en deux voies. La trachée qui laisse passer l'air vers les poumons et l'œsophage qui achemine les aliments et les liquides vers l'estomac. Tout un mécanisme de protection se met en route pour permettre aux aliments de descendre vers l'œsophage sans pénétrer dans la trachée. C'est le réflexe de déglutition. Lorsqu'une partie des aliments ne suit pas ce chemin habituel et est inhalée dans la trachée, on parle de fausse route. Bien sûr, il arrive à tout le monde de faire une fausse route, c'est-à-dire d'avaler de travers. Dans ce cas, l'organisme réagit en toussant et expulse les aliments engagés dans la trachée. Quand cela se reproduit souvent, on parle de dysphagie. Et c'est justement de ce type de pathologie dont souffrent les victimes d'attaques cérébrales juste après leur accident. Vous êtes en bonne voie là, je vous laisse, bon appétit. Oui, La conséquence la plus immédiate et brutale est l'étouffement si une part importante du bol alimentaire passe dans la trachée. Heureusement exceptionnel, c'est un risque qu'il faut néanmoins garder à l'esprit. Du matériel d'aspiration est toujours présent dans chaque chambre pour aspirer d'éventuels aliments coincés. Une deuxième conséquence possible est le développement d'une infection pulmonaire ou pneumopathie. Ces pneumopathies apparaissent lors de fausses routes quand quelques particules d'aliments passent dans les voies respiratoires. Ces particules peuvent obstruer ou enflammer les bronches. Le danger est que chez certains patients victimes d'attaques cérébrales, ces fausses routes sont invisibles car ils ont perdu le réflexe de tout. On parle alors de fausses routes silencieuses. Seule une rougeur inhabituelle ou une sudation excessive permet de les détecter. Pour le patient qui a fait une fausse route hier. Le diagnostic est confirmé par la présence d'infiltrations visibles sur la radio pulmonaire. Suite au trouble de déglutition. Ouvrez la bouche, voilà. Des signes simples comme l'apparition de fièvre, de toux, de difficulté à respirer doivent vous alerter sur le début possible d'une infection pulmonaire. La dernière conséquence, et peut-être la plus insidieuse, est la dénutrition ou la déshydratation. Quand la prise des repas devient difficile, les patients perdent rapidement du poids. C'est un indice révélateur du trouble naissant. Différentes causes peuvent conduire au trouble de la déglutition. Chez un patient atteint d'une paralysie faciale, la motricité et la sensibilité sont moins performantes. La mastication est moins tonique, le bol alimentaire moins homogène et moins compact, ce qui augmente le risque de fausse route. Le réflexe de déglutition est aussi moins efficace car souvent très ralenti. Même si le retard est minime, le danger est que les aliments, surtout les liquides, descendent et atteignent le carrefour aérodigestif avant que le réflexe de déglutition ne se déclenche. Ok, voilà. On va en prendre une deuxième. Enfin, toutes ces difficultés sont majorées par les troubles cognitifs.
Alors là, on va s'arrêter parce que vous allez trop vite. Donc, je vous enlève la grande cuillère. Et vous allez Ils prendre la modifient le petite comportement pour habituel prendre des les plus patients petites et quantités. les conduisent par exemple à une précipitation pathologique dans l'absorption des aliments Voilà, et aller lentement, c'est beaucoup mieux. ou encore à un état de somnolence qui les empêche de contrôler le processus de déglutition du début à la fin. La prise en charge des troubles dysphagiques est assurée par l'ensemble de l'équipe soignante. Vous arrivez à parler? Le patient est d'abord vu par le médecin qui, après un examen neurologique, prescrit ou non un essai alimentaire. Alors, j'ai vu la dame du 2, donc est-ce que tu peux l'évaluer sur le plan de sa déglutition? Ouais, bah, je vais faire ça tout à l'heure. La déglutition est alors étudiée par une orthophoniste qui évalue la motricité et la tonicité de la sphère buccale. Essayez de tirer la langue, avalez votre salive. Elle débute ensuite un essai alimentaire avec une eau gélifiée Donc, on va pour la essayer boisson, avec, puis des crèmes. Avec ça, c'est de l'eau gélifiée. C'est comme de l'eau, mais elle est sous forme solide en fait. Tous ces produits respectent évidemment les particularités de chacun, telles que les menus sans sel, hypocaloriques ou pour diabétiques. Pour un premier essai, il est indispensable d'avoir à proximité un dispositif d'aspiration prêt à être employé en cas de besoin. À l'issue de cet essai, deux possibilités. Si les troubles empêchent une reprise alimentaire, il faut poser une sonde nasogastrique. Cette sonde est posée par une infirmière sur prescription médicale uniquement. Je vais introduire. Elle passe par le nez pour rejoindre directement l'estomac, éliminant Voilà. ainsi tout risque de fausse route. Ici, vous avez 3 poches, je pense. Elle n'empêche pas de renouveler les essais alimentaires les jours Vous suivants. avez l'eau ici. Donc, là, on s'arrête là pour Dans le cet cas essai contraire, avec l'eau une gélifiée. reprise alimentaire progressive est mise en place sous la surveillance de toute l'équipe. Et puis la dame du 2, un essai lisse. On peut Elle commencer s'organise à- autour de menus spécifiques Ça va bien aller. élaborés conjointement par les diététiciennes, les orthophonistes et les patients. Alors, Chaque changement de menu est consigné sur les feuilles de commande des cuisines. Les aides-soignants pourront ainsi faire les commandes au lit du patient avec toutes les informations nécessaires. Le médecin est également informé et effectue les changements de prescription sur le dossier de soins informatisé. Vous n'avez pas essayé gazeux encore? Non, je pensais un peu tout. D'accord. Ok, donc je vais faire les changements. Le premier repas peut alors être pris. Alors, le monsieur qu'on va servir là, c'est un monsieur pour lequel on fait un essai alimentaire. C'est son premier repas. Donc, on va lui donner des textures lisses, faciles à manger. De la purée, ça on enlève, c'est pas bon. Ça, c'est pareil, c'est trop difficile à mâcher. Le fromage, on enlève aussi. Et à la place, on va lui rajouter un yaourt. Une eau gélifiée, c'est l'équivalent de l'eau mais épaissie, donc plus facile à avaler. Et puis on lui rajoutera aussi peut-être... C'est donc un peu de repas sans risque pour le patient On vous a fait et un la repas première avec étape des textures dans la faciles reprise à d'une manger. alimentation normale. Donc lisse. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui ne demandent pas beaucoup de mastication. Déjà, il y a quelques conseils qu'il faut suivre attentivement, qui sont importants. La première chose, c'est de manger au calme. D'accord? Donc d'éviter tout ce qui peut être source de bruit. Donc on éteint la télévision, on éloigne le téléphone, c'est pas la peine de répondre pendant le repas. En général, on demande à la famille, quand elle est là, de sortir aussi. ouais. Pour que vous puissiez vous concentrer vraiment sur votre repas et que vous ne soyez pas distrait par la conversation. Ouais. Vous comprenez? Voilà. Question posture, il y a aussi des conseils importants. Donc là, je vois que vous êtes bien droit, c'est parfait. Il vaut mieux être au fauteuil, le dos bien redressé. Oui. Voilà, donc il faut éviter d'avoir la tête en arrière, car c'est une position qui est très inconfortable pour la Ah oui. déglutition et qui peut entraîner des fausses routes que vous avaliez de travers. Voilà. Voilà, la position, c'est parfait. Une fois cette première étape franchie et ces bonnes habitudes prises, le patient peut passer au menu d'IHC Neuro. Plateau repas. C'est un menu Donc, spécifique au service de neurologie de l'hôpital Bichat C'est organisé pour l'installation. qui réintroduit certains aliments en morceaux Voyez ce tels qu'il y que a à les manger, légumes vous bien cuits, le poisson
mais avec une consistance qui reste molle et facile à mastiquer. C'est l'étape intermédiaire avant une reprise alimentaire Tiens, complète. regarde, viens voir. Elle a mangé la moitié de son thon, elle a mangé son yaourt, son fromage. Bon, mais il va falloir que je note tout ça. Sur Rectipidos. En parallèle, l'équipe soignante veille aux bons apports caloriques et hydriques. Les aides-soignants notent systématiquement ce que le patient a réellement absorbé. Son plateau qui a très peu mangé, je voudrais que vous m'apportiez 2 crèmes protéinées, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. En cas d'insuffisance, révélée notamment par une vérification régulière du poids, la diététicienne propose des compléments alimentaires hyperprotéinés. Alors j'en ai prévu des sucrés et j'ai aussi entendu parler d'un patient qui avait des problèmes de constipation, donc je te conseille ce produit-là. La première chose à faire quand on est constipé, c'est marcher. Donc c'est pas toujours évident ici. Et surtout boire beaucoup d'eau. Boire 1,5 litre d'eau par jour n'est pas facile pour un patient dysphagique. Vous devez boire 1,5 litre d'eau. Donc il faut absolument que sur 24 heures, vous buviez tous ces petits pots. Ça ne va pas être facile, mais c'est très important d'avoir votre quantité d'eau sur la journée. Et puis vous direz à l'infirmière... L'équipe soignante doit compter précisément le nombre de pots et le noter dans le dossier de soins. Lorsque les troubles de la déglutition ont totalement disparu ou sont absents, les soignants peuvent proposer un menu normal. On va mettre la serviette d'abord. Donc vous pouvez tout manger là. Donc vous êtes passé au carottes râpées et le riz. Mais il va falloir faire très attention. Donc vous y allez un peu doucement. Vous allez... Il y a 4 familles d'aliments qui restent difficiles à avaler. On a d'abord les aliments qui s'effritent, qui forment des petites particules qui peuvent être inhalées. C'est le cas des chips, du blé, du riz, de la semoule, des biscottes ou des gâteaux secs. On a une deuxième famille d'aliments qui peut poser problème, ce sont les aliments difficiles à mastiquer, comme le saucisson, les viandes dures, les crudités comme les carottes, les radis ou encore les pommes qui sont un peu dures. On a également une autre famille, ce sont les aliments filandreux comme les poireaux, les asperges, les viandes filandreuses. Ce sont des aliments également problématiques. Et puis enfin la dernière famille, ce sont les aliments qui contiennent du jus. Donc les agrumes essentiellement, le citron, les oranges ou les pamplemousses. Paradoxalement, ce sont les aliments que l'on cherche à ramollir qui présentent le plus de dangers. Madame, il vaut mieux éviter de tremper la biscotte dans le café parce que après vous allez avoir du liquide et du solide mélangés et c'est un petit peu tôt pour vous encore. Il vaut mieux attendre. Donc ce que je vous conseille, c'est de manger la biscotte séparément du café. D'accord ? D'accord. En règle générale, les liquides sont les plus dangereux. Très fluides, ils glissent rapidement au fond de la gorge avant même le déclenchement du réflexe de déglutition. Une simple goutte d'eau qui part dans la trachée peut déclencher une infection pulmonaire. Il faut donc dans un premier temps épaissir tous les liquides avec un épaississant neutre. Quand le patient va mieux, on peut lui proposer de l'eau gazeuse. La présence de bulles stimule la sensibilité et active le réflexe de déglutition. Il en va de même avec une eau très froide ou forte en goût. Si des troubles persistent au moment de la sortie, une fiche détaillée de conseils alimentaires est remise aux patients. C'est la feuille de conseils alimentaires, donc avec les aliments qui sont autorisés puis ceux qui sont plutôt interdits. Celle-ci permettra à la famille de cuisiner des bons petits plats sans mettre en danger leurs proches et d'envisager plus sereinement le retour à domicile.